Papa, s'il te plaît, ne descends pas au sous-sol ce soir. Mon fils de 8 ans, Tommy, m'a murmuré ces mots alors que je le bordais dans son lit, ses yeux verts brillants d'une anxiété que je ne comprenais pas. C'était la 3e fois cette semaine qu'il me faisait cette étrange demande. Il était 23h15 lorsque j'ai entendu le premier craquement de l'escalier menant au sous-sol. Un bruit caractéristique des planches de chêne que j'avais moi-même posées 5 ans auparavant, lorsque nous avions acheté cette maison à Portland. Je m'appelle Alex et, à 34 ans, je pensais connaître tous les secrets de ma propre maison. Je pensais connaître toutes les habitudes de mon fils unique. Mais au cours des 3 dernières semaines, Tommy avait développé une routine nocturne qui me laissait complètement perplexe. Chaque nuit, entre 23h et minuit, il sortait silencieusement de sa chambre, descendait les escaliers principaux sans faire de bruit. Une habileté impressionnante pour un enfant de 8 ans, puis descendait au sous-sol. Et il y restait exactement 45 minutes. La première nuit où je m'en suis aperçu, j'ai pensé qu'il s'agissait de somnambulisme. Tommy a toujours été un enfant sensible, surtout depuis que sa mère est décédée dans un accident de voiture il y a 2 ans. Le deuil d'un enfant se manifeste de manière mystérieuse, je le savais. Mais les somnambules ne ferment pas soigneusement les portes derrière eux. Les somnambules n'allument et n'éteignent pas les lumières avec précision. Et les somnambules ne chuchotent certainement pas dans le noir pendant 45 minutes d'affilée. Car c'est ce que j'entendais lorsque je collais mon oreille contre la porte du sous-sol. La voix basse et constante de Tommy, comme s'il avait une conversation sérieuse avec quelqu'un. Au début, j'ai pensé que c'était juste l'imagination fertile d'un enfant confronté à un traumatisme. Peut-être avait-il créé un ami imaginaire pour l'aider à surmonter la perte de sa mère. Les psychologues pour enfants en parlent souvent. Mais la nuit précédente, lorsque j'ai enfin trouvé le courage de descendre pour vérifier, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. La porte du sous-sol était verrouillée de l'intérieur. J'ai essayé la poignée 3 fois. J'ai poussé avec mon épaule. Rien. Comment un enfant de 8 ans peut-il verrouiller une lourde porte en bois massif de l'intérieur? Et surtout, pourquoi ferait-il cela? Quand Tommy est monté 45 minutes plus tard, comme d'habitude, j'ai fait semblant de dormir. J'ai entendu ses pas légers dans le couloir, le léger grincement de la porte de sa chambre qui se fermait. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, j'ai essayé une approche décontractée. « Tommy, tu as bien dormi cette nuit. » Il a arrêté de mâcher ses pancakes et m'a regardé avec ses yeux verts trop sérieux pour un enfant de 8 ans. « Oui, papa. J'ai bien dormi. Tu n'as pas fait de rêves étranges? Tu ne t'es pas levé pendant la nuit? » Une pause. Trop longue pour être naturelle. « Non, papa. Pourquoi tu me demandes ça? » Mensonge. Mon fils me mentait pour la première fois de sa vie. Et le naturel avec lequel il mentait m'effrayait plus que n'importe quel bruit nocturne. Cet après-midi-là, après avoir déposé Tommy à l'école, je me suis rendu dans un magasin d'électronique du centre-ville de Portland. J'ai dit au vendeur que j'avais besoin d'un système de caméras de sécurité discret pour surveiller la maison pendant mes voyages d'affaires. Un autre mensonge, mais nécessaire. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de découvrir ce que mon fils faisait dans le sous-sol chaque nuit. Et pourquoi cette activité mystérieuse avait commencé exactement 3 semaines après que nous ayons trouvé cette boîte en bois enterrée dans le jardin. La boîte que Tommy avait insisté pour emporter au sous-sol, affirmant qu'elle devait rester là-bas. Si vous ressentez le même frisson que moi à ce moment-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car cette histoire ne fait que commencer. Car ce que j'ai découvert grâce à cette caméra cachée n'était pas seulement troublant. C'était absolument impossible. 3 jours après avoir installé la caméra de sécurité dans le sous-sol, j'ai enfin trouvé le courage de vérifier les enregistrements. C'était un jeudi pluvieux lorsque je me suis assis dans mon bureau à domicile, mon ordinateur portable ouvert et le cœur battant comme si j'étais sur le point de regarder un film d'horreur. Ce que j'ai vu m'a fait douter de ma propre santé mentale. Dans le premier enregistrement, daté du mardi à 23h28, Tommy descendait les escaliers du sous-sol exactement comme je l'avais observé. Ses mouvements étaient silencieux, presque félins, totalement incompatibles avec la coordination typique d'un enfant de 8 ans. Mais ce n'est pas cela qui m'a perturbé. C'est ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé au pied de l'escalier. Tommy s'est dirigé directement vers le coin le plus sombre du sous-sol, où nous avions placé la boîte en bois 3 semaines auparavant. Une boîte de la taille d'une petite valise, en chêne foncé et recouverte de symboles gravés que personne ne pouvait identifier. J'avais supposé qu'il s'agissait d'une sorte de coffre ancien, appartenant peut-être aux anciens propriétaires de la maison. Lorsque Tommy l'avait trouvé enfoui dans le jardin derrière la maison alors que nous plantions des roses en mémoire de sa mère, j'avais pensé que c'était simplement sa curiosité enfantine qui l'avait poussé à insister pour le déterrer complètement. « Papa, elle veut sortir de là », avait-il dit ce jour-là, les yeux fixés sur la terre sombre. « Elle n'aime pas être enterrée. » J'avais ri,
pensant que c'était juste son imagination qui personnifiait un objet ancien. Maintenant, en regardant l'enregistrement, je ne riais plus. Tommy s'est agenouillé devant la boîte et s'est mis à parler. Pas à lui-même, comme je l'avais imaginé les nuits précédentes. Il parlait à la boîte. Ou, plus précisément, à quelque chose à l'intérieur. « Désolé de ne pas être venu hier soir », disait-il d'une voix claire dans l'enregistrement. Papa surveillait et je n'ai pas pu sortir de ma chambre. Une pause. Comme s'il attendait une réponse. « Je sais que tu as faim. Je t'ai apporté ça. » C'est alors que j'ai vu Tommy sortir quelque chose de la poche de son pyjama. Même avec la qualité de la caméra, j'ai pu identifier ce que c'était. Un sandwich au jambon que je lui avais préparé la veille pour son goûter à l'école. Tommy a soigneusement déballé le sandwich et l'a posé sur la boîte. Et puis quelque chose s'est produit qui m'a complètement coupé le souffle. Le sandwich a commencé à se décomposer. Pas lentement, comme cela aurait été naturel. En quelques secondes, le pain est devenu moisi, la viande a noirci et toute la nourriture s'est transformée en une masse sombre et visqueuse qui semblait être absorbée par le bois de la boîte. « Merci », murmura Tommy, comme s'il avait entendu quelque chose que la caméra n'avait pas capté. « J'en apporterai d'autres demain. » J'ai mis l'enregistrement en pause et j'ai couru aux toilettes, où j'ai vomi tout mon dîner. Quand je suis revenu au bureau, les mains tremblantes, je me suis forcé à continuer à regarder. Tommy est resté à genoux pendant encore 35 minutes, tenant une conversation unilatérale qui semblait étrangement bilatérale. Il a hoché la tête à plusieurs reprises, a ri doucement à certains moments et a même semblé remettre quelque chose en question, secouant la tête avec une expression inquiète. « Je ne peux pas faire ça. » L'ai-je entendu dire à un moment donné. « Papa serait très triste s'il m'arrivait quelque chose. » Une autre longue pause. « Je sais que tu t'es occupé de maman quand elle était à l'hôpital. Je sais que tu as essayé de la sauver. Mais je ne peux pas. Pas encore. » Mon sang s'est glacé. Jennifer avait passé 3 semaines à l'hôpital avant de mourir. 3 semaines à lutter contre des blessures que les médecins avaient jugées incompatibles avec la vie. 3 semaines pendant lesquelles Tommy insistait pour lui rendre visite tous les jours, s'asseyant silencieusement à côté de son lit, lui murmurant des choses que personne ne pouvait entendre. Elle parlait aux anges, disaient souvent les infirmières, souriant avec cette compassion condescendante que les adultes réservent aux fantasmes enfantins. Mais maintenant, en regardant mon fils parler à une boîte mystérieuse qui semblait consommer des aliments vivants, je me suis demandé si les fantasmes des enfants n'étaient pas plus réels que les adultes ne l'avaient jamais imaginé. Je suis passé à l'enregistrement de mercredi. Le schéma s'est répété, mais cette fois, Tommy avait apporté une pomme. Le même processus grotesque de décomposition accélérait ses produits, et la conversation s'est poursuivie. « Papa se méfie », a déclaré Tommy au cours de cette session. Il m'a posé des questions sur mes rêves ce matin. On devrait peut-être arrêter pendant un certain temps. Une pause plus longue cette fois-ci. Non, je ne veux pas que tu partes. Tu es la seule chose qui me reste d'elle. C'est là que j'ai compris. La boîte n'était pas seulement un vieil objet que nous avions trouvé par hasard. C'était quelque chose que Tommy avait spécifiquement recherché. Quelque chose lié à la mort de Jennifer. Quelque chose qui, selon lui, pouvait la ramener à la vie. Ou pire, quelque chose qui avait déjà essayé de le faire. Ce matin-là, pendant le petit déjeuner, j'ai observé Tommy d'un tout nouvel œil. Il mangeait ses pancakes méthodiquement, mâchant chaque morceau exactement 15 fois avant de l'avaler. Une habitude qu'il avait prise au cours des 3 dernières semaines. Exactement depuis que nous avions trouvé la boîte. « Tommy, dis-je doucement, tu te souviens de ce que nous faisions dans le jardin quand nous avons trouvé cette vieille boîte ?» Il a arrêté de mâcher et m'a regardé avec ses yeux verts qui semblaient porter des secrets bien lourds pour un enfant de 8 ans. « On plantait des roses pour maman, » a-t-il simplement répondu. « Et tu te souviens avoir rêvé de cette boîte avant qu'on la trouve ?» Un silence trop long pour être innocent. Je n'ai pas rêvé d'elle, papa. Elle m'a appelé. La fourchette m'a glissé des mains et a frappé l'assiette avec un bruit métallique qui a résonné dans la cuisine. Que veux-tu dire par « elle t'a appelé », Tommy? Maman a dit qu'elle m'avait laissé quelque chose avant de partir. Elle a dit que c'était sous les roses, en attendant que je sois prêt à le trouver. Ma voix n'était plus qu'un murmure rauque. Quand maman t'a dit ça? Tommy pencha la tête, comme si la question était trop évidente pour mériter une réponse. Elle me dit beaucoup de choses, papa. Surtout quand je suis au sous-sol. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce qui se passait dans notre maison n'était pas le fruit de l'imagination d'un enfant en proie à un traumatisme. C'était quelque chose de bien plus sombre. Et bien plus réel. Ce soir-là, après la confession troublante de Tommy au sujet de sa mère qui lui parlait, j'ai décidé d'affronter directement ce qui se passait dans le sous-sol. Il était 23 heures. Tommy dormait profondément,
sa respiration régulière résonnant dans le babyphone que je gardais encore dans sa chambre depuis la mort de Jennifer. Je descendis les escaliers principaux pieds nus, en évitant les marches qui grinçaient. L'adrénaline coulait dans mes veines comme si j'étais un intrus dans ma propre maison. La porte du sous-sol était entr'ouverte. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Tommy la fermait toujours soigneusement, et j'avais personnellement vérifié sur les enregistrements qu'elle restait verrouillée pendant ses visites nocturnes. J'ai poussé la porte lentement, chaque millimètre produisant un murmure presque inaudible de vieille charnière. Ce que j'ai vu m'a fait douter de ma propre santé mentale. Tommy était là, comme prévu, agenouillé devant la mystérieuse boîte. Mais cette fois, il n'était pas seul. Une silhouette translucide était assise de l'autre côté de la boîte, face à lui. Jennifer. Ma femme décédée était assise sur le sol froid du sous-sol, vêtue de la même robe à fleurs bleues qu'elle portait à l'hôpital la dernière fois que je l'avais vue vivante. Ses cheveux blonds tombaient sur ses épaules exactement comme dans mon souvenir, et ses mains pâles reposaient sur ses genoux tandis qu'elle observait Tommy avec ses yeux verts dont il avait hérité. Je clignai violemment des yeux 3 fois, me frottant les yeux si fort que je vis des étoiles colorées. Quand je regardais à nouveau, Jennifer était toujours là. « Maman dit que tu ne devrais pas espionner », murmura Tommy sans se tourner vers moi. « Elle dit que tu n'es pas encore prêt à la voir. » Ma voix sortit comme un couinement étranglé. « Tommy, qui est là avec toi ?»« Maman est là », répondit-il simplement, toujours dos à moi. « Elle est là tous les soirs. La boîte lui permet de venir nous rendre visite. » Jennifer, ou quelle que soit cette apparition, tourna la tête dans ma direction. Nos regards se croisèrent, et elle sourit avec cette expression douce que je connaissais si bien. Puis elle secoua lentement la tête, porta un doigt à ses lèvres en signe de silence, et commença à disparaître comme de la fumée se dissipant dans le vent. En 5 secondes, elle avait complètement disparu. « Elle est partie parce que tu lui as fait peur », dit Tommy en se tournant enfin vers moi. Il avait les larmes aux yeux, mais aussi une expression de déception qui me transperça comme un couteau. Elle a dit qu'elle essaierait de revenir demain, si tu promettais de ne pas intervenir. Je me suis précipité dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte, les mains tremblant tellement que j'avais du mal à tenir la poignée. Pendant les 3 heures qui ont suivi, je suis resté assis sur le bord du lit, les yeux fixés sur le mur, essayant de comprendre ce dont j'avais été témoin. Une hallucination. Ça devait être une hallucination. Le stress d'être père célibataire, le deuil non fait, l'inquiétude constante pour Tommy. Tout cela avait fini par avoir raison de ma santé mentale. Mais quand le soleil s'est levé et que je suis descendu préparer le petit déjeuner, j'ai trouvé des preuves physiques de ce qui s'était passé. Il y avait des empreintes humides sur le sol du sous-sol. Des empreintes de chaussures féminines, taille 36, exactement la pointure de Jennifer. Des empreintes qui menaient de la mystérieuse boîte au centre du sous-sol, où elle disparaissait complètement. Pendant le petit déjeuner, Tommy a mangé ses pancakes en silence, évitant mon regard. L'atmosphère entre nous était chargée d'une tension qui n'avait jamais existé auparavant. « Tommy, ai-je commencé prudemment, à propos de ce qui s'est passé hier soir. »« Tu ne me crois pas » m'a-t-il interrompu d'une voix faible mais ferme. « Papa, tu ne crois pas que maman est vraiment là ?»« Mon fils, Je m'interrompis, réalisant que je ne savais pas comment terminer cette phrase honnêtement. « Ce n'est pas grave », continua Tommy, coupant un morceau de crêpe avec une précision chirurgicale. « Maman m'avait dit que tu réagirais comme ça. Elle m'avait dit que les adultes oublient comment voir les choses qui comptent vraiment. » Cet après-midi-là, après avoir déposé Tommy à l'école, je me suis rendu au cabinet du docteur Richard Hansen, le psychologue pour enfants qui nous avait aidés pendant les premiers mois qui ont suivi le décès de Jennifer. Le docteur Hansen était un homme aimable d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et portant des lunettes à monture dorée qui lui donnaient l'air rassurant d'un professeur d'université à la retraite. « Alex, » dit-il en se levant de son bureau pour me saluer. « Je suis heureux de vous revoir. Comment Tommy s'adapte-t-il » Je lui ai expliqué toute la situation. Les visites nocturnes au sous-sol, les conversations avec la boîte, l'affirmation selon laquelle Jennifer communiquait avec lui par l'intermédiaire de cet objet. Je n'ai omis qu'un seul détail, ma propre vision de l'apparition de Jennifer la nuit précédente. Les comportements de deuil chez les enfants peuvent se manifester de manière très créative, expliqua le docteur Hansen en se penchant en avant dans son fauteuil en cuir. Tommy utilise peut-être cette boîte comme un objet de transition, un moyen tangible de maintenir le lien avec sa mère. Mais si ce n'était pas seulement son imagination, demandai-je, les mots sortant avant que je puisse les retenir. Le docteur Hansen m'a étudié longuement. Alex, vous suggérez que vous croyez que Jennifer communique réellement avec Tommy à travers cette boîte? Je ne sais pas quoi croire. Je comprends tout à fait. La perte d'un conjoint, surtout de manière aussi soudaine, peut laisser des questions sans réponse que notre esprit traite de manière inattendue.
Il est possible que vous projetiez votre propre désir de connexion avec Jennifer à travers l'expérience de Tommy. Il avait raison, bien sûr. C'était logique et psychologique. Mais cela n'expliquait pas les empreintes humides sur le sol du sous-sol. Cette nuit-là, j'ai installé 3 caméras supplémentaires dans le sous-sol, positionnées à différents angles afin de capturer tout phénomène que j'aurais pu manquer auparavant. J'ai également placé des détecteurs de mouvement et un thermomètre numérique pour détecter les changements de température. Si quelque chose de surnaturel se produisait réellement, je le documenterais scientifiquement. À 23h15, les capteurs se sont déclenchés. Tommy est descendu au sous-sol comme d'habitude, mais cette fois, les thermomètres ont enregistré une baisse de température de 12 degrés Celsius en moins de 3 minutes. Et sur les caméras, même si je ne pouvais pas voir Jennifer à nouveau, j'ai capturé quelque chose d'aussi troublant. La boîte brillait. Une douce lumière bleutée émanait des fissures entre les planches de bois, pulsant à un rythme qui semblait synchronisé avec un battement cardiaque. Tommy s'est agenouillé devant la boîte et a commencé sa conversation habituelle. Mais cette fois, j'ai pu entendre des fragments grâce au système audio que j'avais installé. « Papa a essayé de parler de toi au docteur aujourd'hui, » murmura Tommy. « Il pense que tu n'es pas réel. » Une longue pause. « Je sais que tu es réel, maman. Je te sens ici. » Une autre pause. « Tu veux que je lui raconte ce qui s'est vraiment passé dans l'accident ?» Mon sang se glaça. L'accident de Jennifer avait fait l'objet d'une enquête approfondie de la police. Un conducteur ivre l'avait percuté à un carrefour pendant une tempête. Affaire classée. Mais il sera très triste, a poursuivi Tommy. Et tu as dit que certains secrets sont trop lourds à porter pour des enfants. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui allait tout changer. Le lendemain matin, pendant que Tommy était à l'école, je suis descendu au sous-sol avec une masse. Si cette boîte était vraiment la source de tout ce qui se passait, les visions, les conversations, la détérioration de la frontière entre réalité et fantaisie dans notre maison, alors elle devait être détruite. Pour le bien de la santé mentale de mon fils. Pour le bien de ma propre santé mentale. Et peut-être, juste peut-être, pour enfin laisser Jennifer reposer en paix. Mais lorsque j'ai levé le marteau au-dessus de ma tête, prêt à écraser la mystérieuse boîte, j'ai entendu une voix qui a fait s'arrêter mon cœur. « Alex, ne fais pas ça. » C'était la voix de Jennifer, claire comme du cristal, venant directement derrière moi. Je me suis retourné lentement, la masse toujours levée, et elle était là. Ma femme décédée, me souriant tristement au milieu de notre cave. « Nous devons parler, » a-t-elle dit gentiment. De Tommy, de l'accident, et de la raison pour laquelle je ne peux toujours pas partir. Ce qu'elle m'a révélé au cours des 2 heures qui ont suivi n'était pas seulement troublant. C'était absolument impossible à croire. Et complètement vrai. Je ne suis pas morte dans l'accident, Alex, a dit Jennifer, sa silhouette translucide brillant doucement dans la lumière tamisée qui pénétrait par les petites fenêtres du sous-sol. Du moins, pas comme tu le penses. Je laissai tomber le marteau sur le sol en béton dans un bruit métallique qui résonna sur les murs humides. C'est impossible, murmurai-je, la voix rauque d'émotion. J'ai vu ton corps à l'hôpital. J'ai porté ton cercueil. Jennifer inclina la tête avec cette expression douce que je connaissais si bien, comme si elle expliquait quelque chose de complexe à un enfant. Mon corps est mort, oui. Mais une partie de moi est restée coincée ici, Alex. Coincée par quelque chose que j'ai découvert 3 jours avant l'accident. Quelque chose à propos de cette maison. À propos de cette boîte. Elle désigna l'objet mystérieux qui m'avait causé tant de nuits blanches. Jennifer, s'il te plaît, tu dois m'expliquer ce qui se passe. Tommy est. Je m'interrompis, cherchant les mots justes. Il te parle tous les soirs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas sain pour lui. Tommy peut me voir parce qu'il est encore connecté à ce qu'il y a de plus pur dans ce monde, expliqua Jennifer en s'approchant lentement. Les enfants perçoivent des choses que les adultes ont oublié de voir. Surtout les enfants qui ont subi un traumatisme. Mais pourquoi êtes-vous coincé ici? Pourquoi ne pouvez-vous pas passer à autre chose? Jennifer soupira, un son éthéré qui semblait venir de très loin. Parce que j'ai découvert quelque chose sur les anciens propriétaires de cette maison. Sur ce qu'ils ont fait. Et sur ce qu'est réellement cette boîte. Je m'assis lourdement sur le sol froid, réalisant que j'avais besoin d'entendre toute la vérité, aussi dérangeante soit-elle. 3 jours avant l'accident, j'étais dans le jardin en train de planter des roses. Tu te souviens? C'est là que j'ai trouvé les premiers os. Mon sang se glaça. Quels os? De petits os. D'enfants. Enterrés très profondément, avec des morceaux de bois brûlés et quelques objets métalliques étranges. Jennifer se mit à tourner en rond autour de la boîte, ses pas ne produisant aucun bruit. J'ai fait des recherches à la bibliothèque municipale, Alex.
J'ai découvert que cette maison a appartenu à la famille Whitmore entre 1870 et 1920. Edmund Whitmore était un pratiquant de rituels obscurs. Il utilisait cette boîte pour communiquer avec les esprits. C'est fou, Jennifer. Tu parles de choses qui n'existent pas. Comment expliques-tu le fait que tu sois en train de me parler en ce moment? Demanda-t-elle gentiment. Comment expliques-tu ce que tu as vu dans les enregistrements? Je ne pus répondre. Edmund Whitmore a tué 3 enfants en 20 ans, a poursuivi Jennifer, d'une voix de plus en plus sombre. Des rituels sanglants pour nourrir ce qui vit à l'intérieur de cette boîte. Et quand les autorités ont finalement commencé à le soupçonner, il a brûlé la maison avec toute sa famille à l'intérieur. Alors pourquoi la boîte a-t-elle survécu? Parce qu'elle n'est pas seulement faite de bois, Alex. Il y a quelque chose de plus ancien qui y est incorporé. Quelque chose qui survit au feu, à l'eau, au temps. Je me suis levé lentement, mon esprit luttant pour assimiler des informations qui remettaient en question tout ce en quoi je croyais. Et tu l'as découvert 3 jours avant l'accident, ai-je répété. J'allais te le dire ce soir-là. J'allais suggérer que nous déménagions immédiatement. Mais sur le chemin du retour de la bibliothèque. Jennifer s'interrompit, sa silhouette semblant vaciller comme une bougie dans le vent. Ce n'était pas un accident, Alex. Que veux-tu dire? L'autre conducteur. Il n'était pas ivre. Ses yeux. Ils brillaient de la même lumière que celle que tu vois parfois dans la boîte. Il m'a suivi depuis la bibliothèque. Il m'a poursuivi pendant 10 pâtés de maison avant d'eux. Sa voix se brisa. Tu veux dire que quelque chose a contrôlé cet homme pour qu'il te tue? Pour me faire taire. Pour s'assurer que la boîte reste en sécurité ici. Le silence qui suivit ne fut interrompu que par le bruit lointain de la climatisation qui se mettait en marche à l'étage. Mais si tu es morte pour protéger Tommy et moi de cette chose, pourquoi aides-tu notre fils à communiquer avec elle? Jennifer se tourna vers moi, ses yeux verts brillants d'une lumière qui n'était pas tout à fait humaine. Parce que Tommy ne communique pas seulement avec la boîte, Alex. Il communique avec moi à travers elle. Et c'est la seule chose qui satisfait l'entité à l'intérieur de la boîte. Entité. Elle se nourrit d'énergie émotionnelle. La douleur, la peur, la solitude. Après ma mort, elle a essayé de se nourrir de ta douleur et du deuil de Tommy. Mais quand Tommy a commencé à me parler, quand il a commencé à sentir que sa mère était toujours présente, la douleur s'est atténuée. Et l'entité s'est affaiblie. Alors tu utilises notre fils comme... Quoi? Une ancre? Je vous protège tous les deux. Mais je ne peux pas le faire éternellement, Alex. L'entité devient plus forte. Elle veut plus que des conversations nocturnes et des morceaux de nourriture. Que veut-elle? Jennifer m'a regardé droit dans les yeux, et ce que j'y ai vu m'a fait trembler. Elle veut Tommy. À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas seulement confronté à un phénomène surnaturel. J'étais en guerre pour l'âme de mon fils. Que dois-je faire? Ai-je demandé, ma voix ferme pour la première fois depuis des semaines. Tout d'abord, vous devez comprendre parfaitement contre quoi nous luttons. Vous devez faire des recherches sur la famille Whitmore, découvrir exactement quel type de rituel Edmund pratiquait. Il y a des archives à la bibliothèque municipale, dans les archives historiques de la ville. Jennifer a commencé à se diriger vers les escaliers, comme si elle était tirée par une force invisible. Deuxièmement, vous devez trouver le reste des ossements dans le jardin. Ils doivent être enterrés de manière appropriée dans un sol consacré. Tant qu'ils resteront sur la propriété, l'entité aura des racines ici. Et troisièmement, sa voix s'affaiblissait, comme si l'énergie nécessaire pour maintenir notre conversation s'épuisait. Vous devez trouver comment briser le lien entre Tommy et la boîte sans laisser l'entité libre de trouver un autre hôte. Jennifer, attendez. Comment faire? Mais elle était déjà en train de disparaître, sa forme se dissolvant comme la brume matinale. Étudie les rituels d'exorcisme, va voir le père Markham à l'église Saint-Michel. Il s'y connaît dans ce domaine. Puis elle disparut, me laissant seul dans le sous-sol avec la boîte qui vibrait doucement et un plan à moitié formé dans ma tête. Au cours des 3 jours suivants, je me suis plongé dans l'étude de l'histoire locale et de l'occultisme. Je laissai Tommy à ma sœur Suzanne, prétextant devoir régler quelques affaires professionnelles. En réalité, je passais 12 heures par jour à la bibliothèque municipale, plongé dans de vieux journaux, des registres fonciers et des rapports de police des 19e et 20e siècles. Ce que je découvris me fit regretter d'avoir commencé ces recherches. Edmund Whitmore n'était pas seulement un pratiquant de rituels. C'était un tueur en série qui utilisait l'occultisme pour justifier ses crimes. Entre 1875 et 1895, 3 enfants ont disparu dans notre quartier. Tous ont été retrouvés quelques semaines plus tard, complètement vidés de leur sang,
avec d'étranges symboles gravés sur la peau. Les journaux de l'époque décrivaient les enquêtes comme inconclusives et perturbées par des événements inexplicables. Des témoins rapportaient avoir vu des lumières étranges dans la maison des Whitmore, entendu des cris qui ne semblaient pas humains et senti une odeur douceâtre de décomposition qui persistait même les jours de grand vent. En 1896, la maison a été ravagée par un incendie que les pompiers ont qualifié de surnaturel. Les flammes étaient bleues au lieu d'orange et le feu a brûlé pendant 3 jours consécutifs sans se propager aux propriétés voisines. Après cela, le terrain est resté vide pendant 25 ans. Si vous ressentez le même frisson que moi lorsque j'ai découvert que ma famille vivait sur un lieu de meurtre rituel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car l'histoire est sur le point de prendre une tournure encore plus sombre. Le mercredi matin, je me suis armé d'une pelle et j'ai commencé à creuser le jardin de manière systématique. J'ai trouvé le premier ensemble d'ossements au bout de 2 heures. Petits, clairement ceux d'un enfant, ils étaient enterrés à 1,5 m de profondeur, avec des fragments de métal rouillé qui semblaient provenir d'une sorte de récipient rituel. Le deuxième ensemble se trouvait près des roses que nous avions plantées pour Jennifer. Le troisième, ai-je découvert avec une horreur grandissante, se trouvait juste sous la véranda arrière. Notre maison avait été construite littéralement sur un cimetière d'enfants assassinés. Cet après-midi-là, je me suis rendu à l'église Saint-Michel et j'ai rencontré le père Markham, un homme âgé aux cheveux blancs et aux yeux qui avait vu bien plus que la plupart des gens ne pourraient supporter. « Vous avez donc vécu dans l'ancienne propriété Whitmore » m'a-t-il dit lorsque je lui ai expliqué ma situation, en omettant seulement les détails concernant mes conversations avec ma femme décédée. Je me demandais quand quelqu'un viendrait me voir. Connaissiez-vous l'histoire de cette maison? Mon garçon, j'ai réalisé 3 exorcismes dans cette propriété au cours des 40 dernières années. Chaque nouvelle famille qui s'y installait finissait par rencontrer des problèmes. Quel genre de problèmes? Des enfants qui parlaient à des voix invisibles. Des cauchemars constants. Des maladies inexpliquées. Et toujours, une obsession pour le sous-sol. Mon estomac se noie. Et comment ces familles ont-elles résolu la situation? Le père Markham m'a étudié attentivement avant de répondre. Elles ont déménagé, mon garçon. Toutes. Parce que faire face directement à cette entité exige un type de foi et de courage que peu de gens possèdent. Mais que se passe-t-il si quelqu'un ne peut pas déménager? Et si fuir signifie laisser l'entité libre de tourmenter la prochaine famille? Un sourire triste a traversé le visage ridé du prêtre. Alors cette personne devrait être prête à tout risquer, y compris son âme, pour briser un cycle qui dure depuis plus d'1 siècle. Il se leva de sa chaise et se dirigea vers une bibliothèque remplie de livres anciens. Il existe un rituel, dit-il en sortant un volume relié en cuir noir. Mais il est dangereux. Extrêmement dangereux. Il nécessite qu'une personne se porte volontaire pour servir de substitut temporaire à l'entité, le temps qu'elle soit bannie définitivement. De substitut. L'entité a besoin d'un ancrage dans ce plan d'existence. Actuellement, elle utilise votre fils comme ancrage, se nourrissant du lien émotionnel qui l'unit à votre défunte épouse. Le prêtre me tendit le livre, étonnamment lourd pour sa taille. Pour procéder à l'exorcisme, quelqu'un doit volontairement devenir la nouvelle ancre suffisamment longtemps pour accomplir les rituels nécessaires. C'est un processus qui peut prendre des heures. Et si quelque chose tourne mal? Je resterai prisonnier à ses côtés pour toujours, terminai-je. Ou pire. Son âme pourrait être complètement consumée. Je quittai l'église avec le livre sous le bras et une décision claire en tête. Ce soir-là, après que Tommy se soit endormi, je descendis au sous-sol une dernière fois. La boîte brillait plus intensément que jamais, et je pouvais sentir quelque chose bouger à l'intérieur, quelque chose d'affamé et d'impatient. « Jennifer » ai-je murmuré. « J'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. » Elle est apparue presque instantanément, comme si elle m'attendait. J'ai trouvé un moyen de bannir l'entité. Mais cela exigera que je prenne la place de Tommy comme ancre pendant le rituel. Alex, non. C'est trop dangereux. Si quelque chose tourne mal. Si quelque chose tourne mal, au moins Tommy sera libre. Et si nous ne faisons rien, elle finira par le consumeur complètement. Jennifer me regarda longuement, et je vis dans ses yeux verts fantomatiques le même amour et la même détermination qui m'avaient fait tomber amoureux d'elle 15 ans plus tôt. Quand? Demanda-t-elle simplement. Demain soir. Après que Tommy se soit endormi. Et si ça marche? Si nous parvenons à bannir l'entité? Je souris tristement. Alors tu pourras enfin reposer en paix. Et Tommy pourra grandir sans porter le poids de conversations avec des fantômes. Jennifer acquiesça lentement. Et si ça ne marche pas? Alors au moins, nous mourrons ensemble cette fois-ci. C'est alors que j'entendis des pas dans l'escalier menant au sous-sol. Tommy descendit lentement,
Ses yeux verts brillants dans l'obscurité, mais quelque chose dans son expression semblait différent. Plus ancien. Plus prédateur. « Bonsoir, papa », dit-il de sa voix d'enfant de 8 ans, mais avec une intonation qui me glaça le sang. Je vous ai entendu parler de bannissement. Jennifer a disparu instantanément, me laissant seul avec mon fils. Ou avec ceux qui contrôlaient mon fils. Papa, a répété Tommy, sa voix résonnant étrangement dans le silence du sous-sol, maman m'a parlé de ton plan de bannissement ridicule. Il a descendu la dernière marche, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le béton froid. Mais ce sont ses yeux qui m'ont fait reculer instinctivement, toujours verts comme ceux de Jennifer, mais brillant désormais d'une lueur qui n'était pas naturelle. Tommy, mon fils, tu devrais être en train de dormir. Ai-je réussi à dire, ma voix sortant plus ferme que je ne l'aurais souhaité. Tommy dort, a-t-il répondu en inclinant la tête d'un mouvement qu'aucun enfant de 8 ans n'aurait fait. Je suis autre chose maintenant. La boîte derrière lui pulsait d'une lumière bleue intense, et je pouvais entendre un léger bourdonnement émaner de l'intérieur, comme si quelque chose de gros bougeait à l'intérieur. Tu es l'entité qu'Edmund Whitmore nourrissait, ai-je affirmé, me forçant à maintenir le contact visuel avec ses yeux qui n'appartenaient plus à mon fils. Un sourire se dessina sur le visage de Tommy, mais c'était une expression que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Ancienne, cruelle, amusée par ma peur. Edmund était un serviteur utile. 3 décennies de sacrifices m'ont donné assez de force pour survivre au feu. Et maintenant, après un siècle d'attente dans le sol consacré de cette propriété, j'ai enfin trouvé un hôte parfait. Tommy n'est qu'un enfant, murmurai-je, ma main se déplaçant lentement vers le livre de rituels que j'avais caché derrière une boîte à outils. Les enfants traumatisés sont des réceptacles idéaux, répondit l'entité par la voix de mon fils. La douleur du deuil a ouvert en lui des fissures que j'ai pu combler progressivement. Chaque conversation nocturne avec maman était en fait une occasion pour moi de m'enfoncer plus profondément dans son âme. Et Jennifer? Est-elle réelle? Jennifer. La créature a ri, un son qui m'a donné la chair de poule. Pauvre petit. Jennifer est morte depuis 2 ans. Ce que tu vois n'est qu'une projection de ma mémoire, construite à partir de ce que j'ai absorbé de la conscience du garçon. Mon monde s'est effondré. Toutes ces conversations, tous ces moments de connexion avec ma femme décédée, n'étaient que des manipulations d'une entité qui se nourrissait de notre douleur. Mais tu as commis une erreur fatale, ai-je poursuivi, atteignant enfin le livre. Tu m'as permis de découvrir la vérité. Tu m'as permis de me préparer. Tu penses que tes rituels catholiques archaïques peuvent me bannir. L'entité fit avancer Tommy d'un pas, et je sentis une pression invisible commencer à écraser mes poumons. Je dévore des âmes depuis plus de 200 ans. C'est alors que j'ouvris le livre à la page marquée et commençai à réciter les mots en latin que le père Markham m'avait enseignés. Ma voix résonna dans le sous-sol, chaque syllabe se répercutant sur les murs de béton. Exorciso te, immendicim spiritus. La pression sur mes poumons s'intensifia, et Tommy, ou la créature en lui, commença à se tordre comme si les mots lui causaient une douleur physique. « Arrête !» a-t-il crié, sa voix toujours celle d'un enfant, mais chargée d'une rage primitive. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. » J'ai continué à réciter, mais l'entité a fait quelque chose que je n'attendais pas. Au lieu de lutter contre le rituel, elle a commencé à se retirer volontairement du corps de Tommy. Mon fils a titubé et est tombé au sol, ses yeux redevenant normaux pendant un instant. « Papa » murmura-t-il, confus et effrayé. « Que se passe-t-il » Mais avant que je puisse répondre, je compris la véritable manœuvre de l'entité. Elle n'était pas en train d'être bannie, elle était en train de se transférer. Une force invisible me frappa comme un train fou, me projetant contre le mur de béton. Le livre s'est envolé de mes mains et s'est ouvert à une autre page, les mots sacrés s'arrêtant brusquement. Et puis j'ai senti l'entité entrer en moi. Ce n'était pas une invasion brutale, comme je m'y attendais. C'était comme une inondation lente et glaciale, remplissant chaque espace vide de mon esprit d'une présence qui n'était pas la mienne. Maintenant, dit ma propre voix, bien que je ne parlais pas, tu comprends vraiment contre quoi tu te battais. Je luttais pour garder le contrôle, mais c'était comme essayer de retenir l'eau avec mes mains. L'entité se répandait dans mes pensées, accédant à mes souvenirs, mes peurs, mes espoirs, tout ce qui faisait de moi ce que j'étais. Tommy, ai-je réussi à murmurer avec beaucoup d'effort, cours. Mais mon fils n'a pas couru. Au lieu de cela, il s'est lentement levé et s'est dirigé vers l'endroit où le livre était tombé. Ses petites mains tremblaient tandis qu'il trouvait la bonne page. Papa m'a appris que parfois les adultes ont besoin de l'aide des enfants, a-t-il dit d'une voix faible mais déterminée. Puis, à ma grande stupéfaction, Tommy a commencé à réciter les mots en latin à la perfection, comme s'il les connaissait depuis des années. L'entité en moi a rugi de rage et de douleur,
essayant de pousser mon corps à se diriger vers Tommy pour le faire taire. Mais j'ai découvert que même si elle pouvait contrôler mes pensées, je gardais encore un certain contrôle sur mes mouvements. Non, ai-je dit entre mes dents serrées, luttant contre chaque muscle de mon propre corps. Tu ne toucheras pas à mon fils. C'est alors que Jennifer est apparue. Pas la fausse projection que l'entité avait créée, mais quelque chose de différent. Plus réel, plus solide. Elle s'est matérialisée entre Tommy et moi, les mains tendues comme si elle créait une barrière invisible. « Alex », dit-elle, et cette fois, sa voix avait une qualité que je reconnaissais. C'était vraiment elle. « Tu dois me faire confiance une dernière fois. » Jennifer ? Comment ? Le rituel n'avait pas pour but de bannir l'entité, mon amour. Il avait pour but de me donner assez de force pour me battre pour vous. L'entité en moi hurla de frustration, et je sentis ma propre conscience être repoussée dans un coin sombre de mon esprit. « Elle ment !» cria ma voix, même si je ne parlais pas, je suis Jennifer. Ce n'est qu'une autre projection. Mais Tommy continua à réciter les mots sacrés, sa voix devenant plus forte à chaque ligne. Et à chaque mot, je sentais la présence maléfique en moi s'affaiblir. Le véritable amour, dit Jennifer en s'approchant lentement, est plus fort que n'importe quelle fin ancestrale. Elle tendit la main vers moi, et lorsque nos doigts se touchèrent, je sentis une explosion de lumière blanche brûler chaque fibre de mon être. L'entité hurla, un son qui ne venait pas de ma bouche, mais semblait émaner des murs même du sous-sol. Puis, comme de la fumée aspirée par un puissant ventilateur, je la sentis être arrachée de mon intérieur. Je tombai à genoux, haletant, ma conscience reprenant complètement le contrôle de mon propre corps. La mystérieuse boîte dans le coin a commencé à se fissurer, des lignes de lumière blanche s'échappant des fissures du vieux bois. Le bourdonnement sourd s'est transformé en un rugissement assourdissant, puis, avec un dernier craquement qui a fait trembler tout le sous-sol, la boîte s'est complètement brisée. Dans le silence qui a suivi, Tommy a couru vers moi et s'est jeté dans mes bras. « Papa, tu vas bien ?» Je regardais où Jennifer se trouvait, mais elle commençait déjà à s'estomper à nouveau. « Merci » murmurai-je. Elle sourit, ce sourire doux que je connaissais si bien, et acquiesça. « Je peux maintenant me reposer » dit-elle, sa voix résonnant comme un écho lointain. « Prenez soin les uns des autres. » Puis elle disparut, cette fois-ci en paix. Tommy et moi sommes restés enlacés sur le sol du sous-sol pendant plusieurs minutes, n'entendant que notre respiration et le bruit de la climatisation à l'étage. « Papa » a finalement murmuré Tommy, « je pense que maman est partie dans un endroit meilleur maintenant. » J'ai embrassé le sommet de sa tête, sentant des larmes de soulagement couler sur mon visage. « Oui, mon fils. Je pense qu'elle est partie. » Lorsque nous sommes remontés du sous-sol ce soir-là, j'ai fermé la porte et les verrouillé avec 3 cadenas différents. Le lendemain matin, j'ai engagé une entreprise de démolition pour remplir complètement l'espace avec du béton. Certains secrets, ai-je décidé, devaient rester enfouis à jamais. Mais ce que j'ai découvert dans les jours qui ont suivi allait changer notre famille d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. 6 mois plus tard, Tommy et moi étions assis dans le jardin derrière la maison, plantant des tournesols à la place des roses, en mémoire de Jennifer. « Papa » dit Tommy, les mains couvertes de terre. « Tu crois que maman est heureuse maintenant ?» J'ai souri en regardant mon fils de 8 ans qui avait fait preuve de plus de courage en une nuit que beaucoup d'adultes n'en montrent dans toute une vie. « Je suis sûr que oui, mon fils. » Le sous-sol avait été complètement rempli de béton, transformé en une base solide pour notre nouvelle vie. Là où régnait auparavant le mystère et la terreur, il n'y avait plus que la stabilité. Les changements chez Tommy étaient les plus remarquables. Les cauchemars avaient complètement cessé. Il dormait à nouveau toute la nuit, se réveillant reposé et souriant. Sa personnalité naturellement joyeuse était revenue, comme si un nuage sombre s'était enfin dissipé. « Tu sais » continua-t-il, plantant soigneusement une graine, « parfois, je sens encore maman près de moi. Mais maintenant, c'est différent. » « Comment ça, différent ?» Avant, elle semblait triste, comme si elle était prisonnière. Maintenant, quand je la sens, c'est comme une étreinte chaleureuse. Comme si elle veillait sur nous de loin. J'ai dégluti, ému par la sagesse d'un enfant qui avait affronté l'inimaginable. Nous avons déménagé 2 mois après les événements de la cave. Je ne pouvais plus vivre dans cet endroit, sachant l'histoire sombre qui était littéralement enterrée sous nos pieds. Nous avons trouvé une maison plus petite, mais plus confortable, dans un quartier calme où Tommy s'est rapidement fait de nouveaux amis. Dans notre nouvelle maison, j'ai installé un système de sécurité complet, non pas par crainte du surnaturel, mais pour avoir l'esprit tranquille. Certaines expériences changent notre perspective à jamais. Le père Markham nous a rendu visite à plusieurs reprises au cours des premiers mois, pour voir comment nous nous adaptions. Il a été impressionné par la résilience de Tommy et par notre capacité à surmonter un traumatisme aussi extraordinaire.
Vous avez tous les deux démontré que l'amour familial est plus fort que n'importe quelle force obscure, nous a-t-il dit lors de sa dernière visite. J'ai appris des leçons précieuses au cours de ces mois sombres. Premièrement, que notre lien avec ceux que nous aimons transcende même la mort. Deuxièmement, que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de protéger ceux que nous aimons malgré la peur. Et troisièmement, que parfois les plus grandes batailles se livrent en silence, dans les recoins sombres de notre vie, où nous affrontons nos peurs les plus profondes. Tommy s'est épanoui dans notre nouvelle vie. Il est redevenu un enfant ordinaire, préoccupé par les jeux vidéo, les devoirs et le football. Mais de temps en temps, je le surprenais en train de regarder pensivement le ciel, comme s'il entendait quelque chose que lui seul pouvait percevoir. Elle a dit merci, m'a-t-il dit un après-midi, sans crier gare. Qui a dit merci? Maman. Elle a dit merci parce que nous avons été courageux. Et elle a dit que nous n'aurions plus jamais à nous soucier des choses hantées. Le premier anniversaire de notre déménagement, nous avons organisé une petite cérémonie dans le jardin. Nous avons planté un arbre en mémoire de Jennifer, non plus en signe de deuil, mais pour célébrer une âme enfin en paix. Ce soir-là, tandis que Tommy dormait paisiblement, je me suis assis dans mon nouveau fauteuil et j'ai réfléchi à notre parcours. Nous avions affronté l'impossible et en étions sortis plus forts. Cette expérience m'a appris que la protection familiale ne connaît pas de limites, pas même celle de la réalité conventionnelle. Un père fera tout pour protéger son enfant, et parfois, tout inclut d'affronter des forces qui défient notre compréhension du monde. Si cette histoire de courage familial et de dépassement de soi vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que l'amour triomphe toujours des ténèbres. Aujourd'hui, Tommy a 9 ans et se porte à merveille. Il ne se souvient pas de tous les détails de cette période sombre, et c'est une bénédiction. Parfois, la nuit, lorsque le vent souffle à travers les fenêtres de notre nouvelle maison, je sens une présence bienveillante, non pas hantée ou prisonnière, mais libre et aimante. Jennifer a trouvé la paix. Et nous avons trouvé la nôtre. Let's go. Alright, and let's get to the challenge, shall we? Which one, sorry? Yeah, as for all the other bingo call outs that could be done too that are basically not available with the game, like upper floor bone and that sort of stuff. From now on, we'll do it after the first game, because then that's probably a better time to do it rather than before. Fair enough. Sweet, d'accord. D'accord. Okay, who's ready for for me to do a perfect game? I'm fucking not. Let me set up. Oh. I spec. Everything's in motion. You should have that car tomorrow, by the way, mate. Should be tomorrow. Cheers, grab an extra.
No, there's no bill. It's a gift, mate. It's a fucking gift. It's a gift. Accept the fucking gift. Oh man, no gifts for me. Too late. It's a fucking gift. So get fucked and accept it. Okay, thanks for the bubble bottle. That's all good. True. I had to test it out. Fair enough. Asshole. Hey, you know I am as fucking stubborn as you are. So... Also, fucking mate, this no, I'll get you. No, you won't. You won't. Like, accept this bear's love. Next weekend, mate, it's gonna be fucking hectic too. The fucking Magic Minute is happening up in Brisbane, so it's probably gonna be a bit fucking crazy up there. Fucking reverb on that was fucked. Magic Minute, say a footy. A couple footy games that go all day. So Brisbane's going to be an actual fucking hellhole. I'm not looking forward to that one. Still would also like how, yeah. That's fine. I think I found a perfect place for chaos. Just need to make sure they serve goat. Fair. Where? What suburb? Can you at least let me know that? Look, it's all CBD based, but again, you guys are the locals. I don't even know the place you're talking about, but yeah, fair enough. All I know, the CBD is going to be fucking crazy, but I'm probably going to have to just catch the train in. Which is fine with me. I'll catch the train in. Yeah, it's going to be crazy. Oh, 100%. Wednesday night, we'll jump in a VC, mate. Won't be too hard to work it out. Oh, hello. There's the ghosty. Alright. You're that slow, so let's see if we can get down the bottom. Oh, 100%, mate. 100 fucking %. Come out, wherever you are. What I think I might do, first of all, because the ghost is that end, and obviously it's not going to change out of that wing, I might go for a little bit of a bone search. So I've got to try and readapt to this, in a sense, this new update now where they've actually fixed the fucking bone. So it's going to be interesting, but I think I might start finding out where the ghost is and then going for the bone hunt, unless it's like a fucking phantom or something. If it's a phantom or something, then I don't know what I'm going to do there. I'm going to have to reconsider and work out what I'm going to do, like one of the stalker ghosts. But I feel like if it's a normal ghost, I might just go for a walk around and see if I can find the bone in any of the alternate wings that it's not in. Otherwise, I'd have to do it at the end, and I can't be fucked doing it at the end. I just want to, once I get all the information, I just want to get out. I don't want to have to go for another walk to find the bone. Don't show up, I will personally go grab that piano and drop it off at your house. Oh. Free piano.
Really, Chaos? He would dare. It's Sig. What makes you fucking think he wouldn't dare? It's fucking Sig. Uh-huh. I should be able to play then. Multiple battles. Yeah. Wait till Soul gets here. Lol. Yeah, he shouldn't be too far away. Damn true. What you been eating? Beans. Oh, good old beans, beans. They make you smart. The more you eat, the more you fart. Beans. I wonder if behind this chair is a hidey spot. Because this is a hidey, like the chair's a hidey spot in high school. I wonder if this chair's a hidey spot too. It would be interesting to work out. Yes? Oh, look at that. Ain't I smart? I work something out. Hey, Leona, how you doing? Feed ducks. How about